Bonjour et bienvenue dans votre émission Parole d'entrepreneur. Mon invité d'aujourd'hui s'appelle Philippe Hérault, qui a dirigé Mixel Agitateur, groupe spécialisé dans la fabrication d'agitateurs industriels. Ce qui nous intéresse tout particulièrement, c'est Mixel Beijing, filiale chinoise de Mixel Agitateur. Quand et pourquoi Philippe Hérault a-t-il décidé de créer cette filiale en Chine? Comment a-t-elle évolué? Nous allons demander également à Philippe Hérault de donner quelques conseils à tous ceux qui souhaitent créer leur société en Chine dans le domaine industriel. Philippe Hérault, bonjour. Bonjour. Merci d'être venu jusqu'à nous. Vous avez fondé la société Mixel Agitateur en 1989, donc je parle sous votre contrôle. Cette société deviendra quelques années plus tard le numéro 1 français de la fabrication d'agitateurs industriels. Alors pour commencer, qu'est-ce qu'un agitateur industriel? Alors, un agitateur industriel, c'est une machine qui sert à faire du mélange dans des grandes cuves ou des grands bassins, dans tous les domaines industriels où il y a un liquide, dans tous les process où il y a un liquide. Alors ça peut être l'agroalimentaire, faire du ketchup, faire du lait, faire des yaourts. Ça peut être des produits qui finissent par être grand public, de l'encre, de la colle, de la peinture. C'est également tout ce qui est chimique. Alors les produits chimiques sont rarement naturels. Ce sont des réactions. Les réactions sont faites sous mélange. Ça sert également à fabriquer tous les produits pharmaceutiques, tous les produits cosmétiques et à faire du traitement de l'eau, qui est quand même un produit assez courant et répandu dans le monde entier. Des stations de traitement d'eau sont faites majoritairement avec des agitateurs. Donc ça concerne tous les secteurs? Ça concerne tous les secteurs industriels qui ont une phase liquide. Ouais. Y compris l'industrie lourde alors? Alors y compris l'industrie lourde, par exemple pour la fabrication des métaux, l'extraction des métaux, alors pas pour les extraire de la terre, mais pour après extraire les métaux de la roche. Et là, c'est un processus de dissolution de la roche sous agitation pour accélérer le processus. Alors en ce moment, il y a un sujet d'actualité, c'est les terres rares. Parce que l'Europe, tout comme les autres pays industrialisés, ont besoin de terres rares pour fabriquer des produits pour les besoins de la défense nationale, par exemple. Eh bien, est-ce qu'on utilise énormément l'agitateur industriel pour extraire des métaux rares? Alors sur les terres rares, c'est un produit très particulier où il faut des dizaines et des dizaines d'agitateurs sur les chaînes de production, parce que c'est une succession d'étapes qui sont agitées, qui sont avec des mélanges, avec des systèmes d'émulsion, de décantation. Et donc, il est nécessaire d'avoir des dizaines d'agitateurs dans ce domaine. Il y a des gros projets au niveau mondial actuellement, surtout parce que la Russie ne pouvant plus livrer, il faut extraire ailleurs dans le monde qu'en Russie. Alors, comment on utilise l'agitateur industriel pour on va dire extraire des terres rares? Alors, un exemple concret? Un exemple concret, c'est qu'on va mettre du minerai, c'est-à-dire du caillou quelque part, dans une cuve qui va avoir des produits qui vont agresser le caillou, qui vont dissoudre par exemple le calcaire, et de façon à ce qu'il reste successivement plus que la partie qu'on appelle terre rare, c'est-à-dire ces substrats, qui lui ne sera pas dissous par les produits chimiques que l'on met dedans. Et progressivement, il ne restera plus que ces produits nobles, et les produits non nobles auront été entraînés avec le liquide par la dissolution. Alors, en 2005, vous avez fondé la société Mixel Beijing en Chine. Et pourquoi avoir choisi la Chine pour créer cette société? C'est une filiale, C'est une filiale. C'est une filiale. Pourquoi la Chine? Alors, c'est une filiale à 100% propriété de Mixel, je le précise. C'est possible en Chine, contrairement à ce que beaucoup de gens croient. On peut être à 100%. Alors, concrètement, après quelques années de développement de Mixel au niveau France et Europe, je suis allé courir le monde. Ma devise, c'est celui qui sort s'en sort. Et je voulais aller dans des pays qui étaient à l'époque moins connus, qui faisaient peur aux Français, et surtout j'étais une PME, on n'était qu'une vingtaine de personnes, 30 personnes en 2005, vous voyez, c'était encore pas beaucoup. Et j'ai voulu aller dans des pays compliqués, parce que d'autres n'osaient pas. Donc quelle audace! J'ai voulu, oui, mais j'étais encore jeune. Donc j'ai voulu aller, je suis allé en Inde, je suis allé en Chine, je suis allé au Japon.
Et finalement, j'ai posé mes valises en Chine parce que j'ai commencé à avoir quelques contrats en Chine qui progressivement m'ont amené à avoir envie de m'y installer. Justement, en fait, vous avez eu quelques contrats en Chine. C'est ça qui vous a donné envie d'y aller ou bien c'est l'inverse, c'est que vous êtes allé en Chine et vous avez pu décrocher quelques contrats? Je suis allé en Chine en prospection, c'est-à-dire en voyage d'affaires. C'était en quelle année alors? J'ai commencé en 1991. 1991, hein, donc la Chine venait tout juste de s'ouvrir, on va dire. Ah, Moi, oui. quand j'ai commencé à aller en Chine, je me déplaçais en vélo dans Pékin. J'ose plus le faire aujourd'hui. Et pourquoi Pékin? Et pourtant, Pékin, ce n'est pas une ville industrielle. Aujourd'hui, ça ne l'est toujours pas. Absolument. Mais à Pékin, il y avait les sièges sociaux de grands groupes internationaux. Et ma première démarche a été d'aller draguer les grands groupes internationaux et, entre autres, les groupes français dans le traitement d'eau, qui étaient très puissants et très bien implantés en Chine. Veolia, non? Avec Veolia et oui. Suez en priorité. Et vous avez pu donc décrocher quelques contrats après les avoir dragués, on va dire? Alors, j'ai décroché d'abord des contrats en France, pour la Chine. Ensuite, en Chine, fabriqués en France pour la Chine. Et puis finalement, j'ai décidé de m'installer à côté de chez eux pour fabriquer en Chine pour la Chine. C'est ça. Parce que ma particularité, c'est que ce n'est pas une usine de délocalisation, c'est une usine de localisation. Je me suis installé en Chine pour la Chine. C'est-à-dire? C'est-à-dire que je fabrique en Chine pour livrer en Chine et pas pour ramener en France ou dans les autres pays du monde. Donc c'est en 2005 hein, que vous avez fondé cette usine en Chine. Absolument. Une usine en partant de rien, en y allant tout seul et en créant une usine pour produire localement. Et donc, en faisant travailler des ouvriers chinois, n'est-ce pas? Que des Chinois. Mais comment avez-vous fait pour les former? Parce que j'imagine que même si l'usine existe en Chine, et il y a tout le processus de fabrication qui reste quand même français. Alors, il y a deux étapes dans la production d'un agitateur. Il y a d'abord la définition de l'appareil. C'est du sur-mesure, donc on commence par analyser le besoin et on définit, on fait le design d'un appareil. Ça, c'est fait en France et c'est resté en France, encore aujourd'hui. L'agitateur, vous le fabriquez en France? Non, le design de l'agitateur. C'est-à-dire, si vous voulez, le devis. Le devis avec les caractéristiques techniques de l'appareil. Le design est fait en France. Et la commercialisation, la fabrication. Dans l'ordre, la prospection. Design, la prospection est faite en Chine par des Chinois. Ouais. L'appel d'offres arrive en France, voilà. on fait le devis. Ils retournent en Chine, ils le vendent. Ils nous renvoient en France la commande, on fabrique les plans. Et là, en Chine, ils fabriquent, ils livrent, ils facturent et ils installent. Et donc, la formation, c'était votre question initiale. Ben oui. Eh bien, j'ai envoyé des Français former des jeunes Chinois et j'ai fait venir mes jeunes Chinois pour apprendre en France dans mon usine de Lyon. Et donc, il y a eu un échange avec une fraternité incroyable. Et ce qui est important à dire, c'est ce qui ressort de toutes les personnes la majorité des entrepreneurs français que j'ai eu l'occasion d'interviewer. Ils parlent de la fraternité, en fait. Et en fait, mes collaborateurs, et surtout ceux de l'usine, qui auraient pu être un petit peu apeurés de voir une fabrication à l'extérieur de la France, ont considéré dès le début que les Chinois de l'usine de Pékin étaient leurs collègues. Et ce n'étaient pas du tout des concurrents ou des ennemis. Mais c'était vraiment des marchés séparés. Et le marché chinois a toujours été, on va dire, réputé difficile. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières? Si oui, comment avez-vous fait pour les surmonter? Là, je parle surtout par rapport à la création de votre usine et par la suite, la formation et puis les relations entre ingénieurs français et ingénieurs chinois, entre le management français et le management chinois. Il y a beaucoup de questions dans ce que vous m'avez dit. Alors, comment j'ai fait? D'abord, tout est mélangé, tout est lié, en fait. Je me suis d'abord appuyé sur mes réseaux. Le Guangxi, même quand on est français, on peut avoir un peu de réseau localement en Chine. Le premier réseau que j'avais en Chine, moi, c'était les bureaux de représentation de mes banques françaises. Ça a été une ouverture extraordinaire. Ils m'ont énormément aidé dès les premiers jours de ma prospection. Incroyable. Pour ouvrir l'usine. Par l'intermédiaire de votre banque française. Française. Oui.
En Chine? Oui, qui avait un bureau à Hong Kong et un bureau à Shanghai et un bureau à Pékin. Et pourtant, c'est des employés de banque. Je veux dire, ils ne sont pas du tout dans votre domaine. Ah, pas du tout, pas du tout. Alors, mais, ça m'intéresse. Moi, je les ai rencontrés, depuis des années, je les rencontrais en France, parce que je faisais partie du club international de ma banque, le CIC, et ils faisaient venir leurs représentants des différents pays du monde, et les représentants chinois, je les connaissais super bien. Ben, je vais vous donner une anecdote. Ah, oui. Quand j'ai cherché mon usine... C'est intelligent de la part de votre banque. Absolument, c'est un réseau très important. Le CIC. CIC, CIC, d'accord. Je suis le plus ancien membre du club CIC international. Et donc, avec ce club, on a reçu les représentants chinois. Et le jour où j'ai eu besoin de chercher mon bâtiment, à l'origine, je voulais m'installer à Tianjin. Eh bien, je suis allé voir le représentant du CIC à Pékin. Je lui ai dit, j'ai besoin d'avoir un rendez-vous avec la zone industrielle de Tianjin, mais il ne parle pas anglais. Le patron de la zone industrielle, le directeur, ne parle pas anglais. J'aurais besoin d'un chauffeur et d'une traductrice. Il m'a tout trouvé. Il a pris le rendez-vous, il a trouvé la traductrice, il a trouvé le chauffeur dans l'après-midi. Le lendemain, je partais visiter des usines, des bâtiments à Tianjin. Ça n'a pas marché. Parce qu'à Tianjin, il y avait un écosystème industriel qui m'intéressait. C'est proche de Pékin, mes clients, mais c'est proche de mes fournisseurs. Ah oui, donc on va dire votre première cible, ça a été Tianjin et pas Pékin. Mais je n'ai pas trouvé. Parce qu'à Tianjin, je trouvais soit des garages, soit des usines absolument gigantesques. Et moi, j'avais besoin de l'intermédiaire. J'avais besoin de 1000 mètres carrés et je trouvais soit 25 mètres carrés, soit 40 000 mètres carrés. Donc ça ne m'allait pas. C'était pas possible de couper en deux, de diviser par exemple? Non. Par contre, l'anecdote sur le Guangxi, sur ce fameux réseau à la chinoise, c'est que mon interprète, quand on est revenu bredouille de Tianjin, on a eu la chance... Vous étiez déçu? Ah bah oui, mais on a eu la chance qu'il y avait un accident sur l'autoroute. Et donc, on a mis 3 heures pour rentrer de Tianjin à Pékin. Et pendant ces 3 heures, mon interprète a appelé son réseau. Et à force d'appeler des gens qui connaissaient des gens qui connaissaient depuis la voiture, qui connaissaient des gens, elle a réussi à avoir un rendez-vous avec le directeur de la zone industrielle du BDA de Pékin, qui était sur notre route. Et on est arrivé, on a visité l'usine dans laquelle je suis resté 15 ans. Et je suis resté 15 ans jusqu'en 2020. Et tout de suite, vous avez flashé sur ce terrain. C'était la taille idéale. En plus, c'était une usine en longueur, mais je pouvais choisir où je mettais le mur du milieu. Et donc, j'ai choisi ma taille impeccable. Comme quoi, à quelque chose, malheur est bon. Absolument. Et le Guangxi a été, encore une fois, le déclencheur. En votre faveur. Et ça n'était pas fini. Incroyable. Allez-y avec le Guangxi. Parce qu'après, il y a une difficulté majeure en Chine dans l'installation, c'est l'administration. On se plaint en France, mais il y a des endroits, c'est pareil. C'est pire. Déjà, il y a quelques années, je vais dire dans les années 80. On est en 2005. 2005. Aujourd'hui, ça s'est amélioré grâce à Internet, mais à cette époque, il n'y avait pas. Et donc, j'avais une problématique qui était assez amusante, c'est que pour créer la société, il fallait que j'ai une adresse, donc un bail locatif. Bien sûr. Mais pour avoir un bail locatif, il fallait que la société soit créée. Donc alors, j'ai demandé au directeur de la zone industrielle de m'aider. Parce que lui, il voulait que je signe le bail pour que je puisse lui payer un loyer. Et moi, j'avais besoin d'avoir une société pour pouvoir lui signer le bail. Et donc, lui, il avait un grand réseau aussi. Donc, il a pris mon dossier. Il est allé directement au bureau des enregistrements des entreprises. Et il a résolu le problème. Et donc, en même temps, j'ai eu ce qu'on appelle la business license et mon bail qui se sont faits. Donc, le réseau du réseau a fonctionné. C'est comme ça que je m'en suis sorti au départ. Mais c'était pas simple. C'était pas simple. Et vous avez mis combien de temps Alors, j'ai commencé ma démarche au mois de mars. Depuis là, on va dire, vous avez trouvé le terrain idéal, depuis... Alors, j'ai commencé ma démarche au mois de mars. J'ai dû trouver le terrain en avril ou en mai. Et j'ai eu les clés du bâtiment en juillet. Et en septembre, j'ai fait rentrer les premières machines-outils. Et les premiers salariés. Il y en avait 3 au départ. Incroyable, ça a été rapide quand même. Oui, j'y suis allé... peut-être 8 fois en 6 mois, quoi. 8 fois. Et il y a quelques mois, là, j'ai assisté à une conférence faite par le PDG de SEB. Oui. Voilà. Lui, la tour d'Arthez, je le connais très bien. Oui.
Et il parle comme vous d'ailleurs. Hein. Ouais. Il a la même passion pour la Chine que moi. Même passion. Oui. Et d'ailleurs, il dit que avec son partenaire chinois là, son partenaire chinois que Seb a d'ailleurs acheté, il travaille super bien et que voilà donc celui qui dirige la société chinoise est maintenant son grand frère. Alors c'est marrant ce que vous dites parce que... j'ai pas fini. En fait, ce que je voulais dire par là, c'est qu'il a eu à peu près le même parcours que vous. En 2 ans, il a dû aller 24 fois ou 27 fois en Chine. Hein. Ouais. Alors c'est intéressant, vous parlez du grand frère. Moi j'ai eu beaucoup de difficultés au niveau du management. J'ai eu beaucoup de difficultés surtout quand j'ai mis un Français à la tête de la structure. Ça s'est pas très bien passé et je me suis retrouvé avec une entreprise qui avait bien grimpé puis qui est redescendue très bas. C'était uniquement à cause d'un problème de management. C'était principalement la baisse de parce que le marché était là et il y a eu un problème de management. Et de management, de démarche commerciale. Et là, pour arriver à faire ce travail collaboratif entre la Chine et la France, entre mes 2 usines, entre mes 2 équipes, j'avais des Chinois à Lyon. 2 Chinois à Lyon. Oui. Une Chinoise et un Chinois qui, eux, faisaient l'interface avec le service commercial chinois et le service technique, fabrication. Et un des 2, Gao Yuan Gao, était un jeune homme extraordinaire. Et il m'a demandé à partir en Chine pour diriger la filiale. Ah, en fait, au début de la création de l'usine, il n'était pas basé en Chine, il était en France. C'était pas au début de la création de l'usine, c'était bien après, c'était une dizaine d'années après la création. Il est arrivé chez Mixel parce que j'augmentais le volume, donc j'avais besoin d'une 2e personne chinoise en France. Vous l'avez embauché en France? Je l'ai embauché en France. Oui, j'ai compris. Il était étudiant en France, chinois étudiant en France, chinois de Chine, et je l'ai embauché. Et donc au bout de 5 ans qu'il a passé dans mon entreprise lyonnaise, je l'ai envoyé en Chine. Et depuis, c'est extraordinaire. Wow. Ce jeune est extraordinaire. Et vous parliez de son grand frère entre Monsieur de la Tour d'Arthez. Eh bien, nous, on se considère comme père et fils. Et je suis un petit peu son papa français. Oui. Et on se considère comme ça. Et donc, incroyable, on y a un lien chinois, affectif très fort. Ouais. Et aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore. Il est où ce jeune homme? Il est à Tianjin maintenant, puisque Tianjin ou Beijing? Ben non, nous avons déménagé à Tianjin. Ah, vous avez? En 2020, parce que la municipalité de Pékin nous a mis dehors. Pourquoi? On suppose que c'est pas à cause de Xiong'an, la construction de la nouvelle ville intelligente chinoise de Xiong'an? Je pense que c'est à cause des Jeux Olympiques. Ils voulaient plus d'industrie sur Pékin. Ah oui, donc c'est possible. Ils nous ont demandé de sortir. Et donc on est parti à Tianjin. C'est drôle, parce que c'était mon choix d'origine. Et finalement, ça vous a rapproché. Et je suis retourné après 15 ans. Je suis finalement allé à Tianjin, qui était mon choix d'origine. Quelle aventure! Et là, l'aventure n'était pas finie parce que j'ai fait ça pendant le confinement. C'est-à-dire que je ne pouvais pas être présent. Oui. Donc c'est mon jeune Yuan qui a tout fait, qui a trouvé le site, qui a fait construire les immeubles du bureau à l'intérieur et qui a fait le déménagement et il a été parfait. En fait, il y a une semaine, pas plus tard qu'une semaine, j'ai interviewé ici même un architecte français très connu. Lui, il a décroché beaucoup de contrats en Chine. Et il m'a dit, grâce à un jeune architecte chinois qu'il a formé, et grâce à lui, ils ont pu avoir beaucoup de contrats. Et maintenant, entre eux, les relations sont vraiment cordiales. Moi, je suis très très contente d'entendre parler de ça. Et donc, vous êtes allé à Tianjin. Mais maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire qui sont vos concurrents sur ce marché? J'imagine qu'il n'y a pas que Mixel, non? Ah non, Mixel n'est pas seul sur le marché. Oui. Déjà, qui sont vos concurrents? Déjà, sur le marché mondial, on est très nombreux. Ah. Et il y a quelques très gros concurrents, américains, allemands, un petit peu japonais. Sur le marché chinois, c'est encore un autre niveau de concurrence. Il y a beaucoup de concurrents. Il n'y en a pas beaucoup qui sont de la qualité premium de Mixel. Il n'y en a pas, en fait. Il n'y en a pas. Donc, ils sont tous un petit peu moins performants que Mixel. Je le dis objectivement parce que j'ai discuté avec eux et ils le reconnaissent. Il y en a qui sont bons. Vous pouvez nous donner un petit peu
Un petit exemple, parce que nous, on ne connaît pas Alors, le métier d'agitation, oui. c'est du matériel sur mesure. Il y a deux façons de faire du matériel sur mesure. En quoi vous êtes supérieur? Voilà. On est supérieur parce qu'on consomme beaucoup moins d'énergie. Pour faire simple, moins de matière, moins d'énergie. Moins de matière, moins d'énergie. Parce qu'on sait optimiser le matériel. Ouais. Beaucoup de fabricants chinois, voire de beaucoup d'autres pays, fabriquent du très gros pour être sûr que ça marche. Nous, on maîtrise très bien le métier, donc on est capable de l'optimiser, de réduire la quantité de matière et la quantité d'énergie. C'est en ça qu'on est meilleur. Et en fait, on va dire, ce degré de technicité, vous l'avez obtenu en France. Alors bien sûr, c'est un métier qui au départ est très empirique, c'est-à-dire qu'on apprend, on apprend aux fabricants, on apprend aux répondants. Et depuis je pensais que c'était très technique. Alors, non, la première étape est très empirique, après c'est très technique. Mais le choix du type de mobile d'agitation, hélice par exemple, son diamètre, sa vitesse, sa position dans la cuve, c'est empirique. C'était empirique. Depuis quelques années, Mixel, qui est en avance sur la concurrence sur ce sujet-là aussi, a développé, j'ai mis en place des outils digitaux qui nous donnent une avance sur les modes de calcul, sur la simulation numérique et sur ce que l'on appelle le downsizing, c'est-à-dire la réduction des tailles pour avoir la même efficience. Et donc c'est en ça qu'on a pris de l'avance et qu'on est meilleur. Mais du coup, vous êtes plutôt numéro 1, on va dire, mondial, non? Non, je ne suis pas numéro 1 mondial pour des raisons de taille. Nous restons une petite entreprise. Mais il n'y a pas que... Enfin, je veux dire, ce n'est pas la taille qui compte, c'est la qualité. En Chine, on est considéré comme parmi les 5 meilleurs au monde. Vous êtes dans le top 5 des mondial. Meilleurs au monde, pas des plus gros. Ouais, pas des plus... Non, mais encore une fois, ce n'est pas la taille qui compte. C'est-à-dire que, par exemple, sur une problématique de mélange très sophistiquée, nous sommes presque sûr d'être consulté. Si c'est très compliqué, si c'est simple, pas sûr. Il y a beaucoup de monde qui sait répondre. Si c'est compliqué, on va être consulté. Un exemple, en Corée, nous avons livré un appareil qui faisait 24 mètres de haut. C'est un immeuble de 8 étages, 24 mètres, un peu plus même. 24 mètres de haut avec 4 hélices de 9 mètres de diamètre. Oula. Ça, c'est très compliqué. Vous l'avez fabriqué On l'a en fabriqué France. en France. En France. Oui, fabriqué en France, expédié en Corée. Et là, en Corée, ils savent faire, ils sont très bons techniquement en Corée, mais c'est nous qui avons gagné le marché. C'est un exemple pour dire que c'est une niche, et dans la niche, on est sur ce qui est le plus compliqué. Et aussi sur des choses plutôt moins compliquées qu'on maîtrise tellement bien qu'on a un grand marché. Le traitement d'eau, c'est 35% de notre chiffre d'affaires, et c'est mondial. Et c'est vraiment une aventure extraordinaire, je trouve. Aussi bien au niveau humain qu'au niveau commercial, au niveau technique, je trouve, votre aventure chinoise, non? Ah ben c'était, pour moi, ça a été quel souvenir, ça a été que de souvenirs. Extraordinaire. Alors que de souvenirs, mais bien sûr, Ouais. j'ai d'abord 32 ans de souvenirs de mes voyages en Chine. J'en suis à plus de 100 voyages, facilement plus de 100 voyages. J'ai 32 ans de souvenirs en Chine. J'avais passé quelques temps avant, pratiquement 2 ans à Singapour, où j'avais déjà côtoyé le monde chinois. Oui, j'avais déjà un petit peu abordé. C'est pour ça que j'ai pas eu peur, moi, d'aller en Chine en 91. J'ai lu votre CV. Vous avez commencé par effectuer un service militaire à Singapour. C'est là que vous avez côtoyé justement ça a été votre premier contact avec l'Asie. Ah, mais absolument. Et pourtant, Singapour, c'est pas la Chine, c'est pas les, je vais dire. Singapour, c'est tout et rien. C'est-à-dire que c'est tous les pays d'Asie regroupés en un endroit, parce que c'est très multiculturel. Oui. Et puis cosmopolite, c'est très indien, très chinois. Et puis il y a un petit peu de tout. Il y a des Indonésiens, il y a des Malais, évidemment, il y en a de partout. Il y a des Filipinos, il y a tous les pays d'Asie qui sont regroupés à Singapour. Donc ça donne une idée multiculturelle très intéressante. C'est extraordinairement enrichissant. Et ça vous a aidé dans votre, on va dire... Vous avez compris ce que j'ai dit, ma démarche de développement international, ça a été Inde, Chine, Japon. Pourquoi? Parce que ce sont 3 pays que j'ai côtoyés depuis Singapour et à Singapour. Moi, je connaissais l'Asie en 1990. En France, personne ne savait où était Singapour.
C'était comme ça, c'était en 1990. Ça n'a pas fait peur à votre famille? Vous étiez très jeune à l'époque. Oui, j'étais jeune. Partir comme ça. Mais j'étais déjà parti. Moi, j'avais déjà passé 2 ans à Singapour. Donc, moi, je me suis marié en rentrant de Singapour. J'ai eu des enfants, mais j'ai voyagé tout le temps. Et en fait, Singapour m'a permis de comprendre, connaître et aimer l'Asie. Et c'est pour ça que je suis allé dans ces pays sans crainte, sans tabou. Et j'ai découvert, moi, ce qu'était réellement la Chine. La Chine de 90 n'est pas la Chine d'aujourd'hui. Ah non, justement, c'est pour ça que vous avez d'autant plus de mérite. Alors, revenons maintenant à Mixel Beijing. Comment cette société a-t-elle évolué depuis sa création? Alors, au niveau industriel, au niveau du management, au niveau du, on va dire, en résumé. Hein, on va faire un résumé. Oui, voilà. L'usine a démarré avec 3 personnes. 3 personnes. On est monté à plus de 30 personnes à un moment, mais c'était avant de redégringoler. Aujourd'hui, on a 20 personnes très stables, 20 personnes très efficaces. Des Chinois? Que des Chinois, 100% Chinois. L'autre point important, c'est qu'on a démarré notre activité avec les sociétés occidentales qui étaient installées en Chine ou qui voulaient construire, développer des usines ou des stations de traitement d'eau en Chine. Et progressivement, nous sommes allés sur le marché des entreprises chinoises. Et aujourd'hui, je dois dire... C'était à partir de quelle année alors? Un peu compliqué à dire, je dirais que c'était assez rapidement, au bout de 2-3 ans. 2 ou 3 ans. Au bout de 2 ou 3 ans, le développement est passé par aller chasser chez les entreprises chinoises. Et aujourd'hui, je pense que nos clients chinois représentent plus de 90% de notre chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est implanté avec des clients chinois qui cherchent de la qualité, qui cherchent du haut de gamme, ce qu'on appelle des matériels premium. Parce que c'est vrai que pendant très très longtemps, même si aujourd'hui c'est encore le cas, les produits chinois sont réputés, on va dire, low cost, n'est-ce pas? Oui. Alors que depuis, on va dire, 3 ans peut-être ou 5 ans, on parle, en fait, on dit que les produits chinois sont de plus en plus qualitatifs. Et oui, c'est vrai. Moi, j'ai un composant, par exemple, que j'achète en Chine depuis 16 ans maintenant. J'ai eu 0 défaut. Mais quand je suis allé le sourcer en Chine, pour mon usine chinoise et ensuite pour l'usine française, j'ai pris le plus cher. Je n'ai pas pris le moins cher. Le gros défaut de ceux qui vont sourcer en Chine, c'est qu'ils cherchent un prix. Et quand on cherche un prix, on en a pour son pognon. On n'en a pas pour plus. Et que ce soit en Chine ou n'importe où, si on n'achète pas cher, on a la qualité qui va avec le prix. Le défaut des Chinois, c'est qu'ils sont toujours prêts à baisser la qualité pour atteindre le niveau de prix qui est demandé. Ce qui a été sans doute ce qui a permis à la Chine de développer son industrie, mais ce qui lui colle un petit peu maintenant c'est l'image qui en souffre. C'est l'image en souffre. Marque qui en souffre. Moi, je sais qu'en Chine, on peut faire de la qualité, mais ça coûte cher. Alors aujourd'hui, qui va payer cher un produit chinois sur lequel il n'a pas de sécurité sur la qualité? C'est un peu le problème que trouve la Chine en ce moment. Et c'est pour ça que moi, j'ai toujours intitulé mon produit « It's made by Mixel in China ». Ce n'est pas un « made in China », c'est un « made by Mixel in China ». Vous savez, dans le monde entier, il y a l'iPhone qui se vend très bien, qui est considéré comme un produit très haut de gamme. Il est « made by Apple ». In China. J'ai voulu faire pareil, c'est-à-dire que mon produit est rigoureusement de la même qualité que ce que je fabrique à Lyon. Rigoureusement. Même mes composants, les composants que j'achète, je les achète à des occidentaux basés en Chine, qui fabriquent en Chine avec le même niveau de qualité. Ce qui fait que je suis resté un matériel haut de gamme en Chine et qu'aujourd'hui, je suis considéré comme parmi les plus performants fabricants d'agitateurs en Chine. Bravo. Quand je dis moi, c'est Mixel. C'est Mixel, exactement. Alors, une question d'actualité. Hein. On sait que en ce moment, le coût de la main-d'œuvre devient de plus en plus cher en Chine. Est-ce que aujourd'hui, vous conseillez à des entrepreneurs français qui sont très, on va dire, audacieux comme vous, d'aller s'installer en Chine quand ils travaillent dans le domaine industriel, par exemple? Alors, je reviens sur mon histoire. Il y a 2 façons, il y a 2 raisons possibles pour avoir envie d'aller en Chine. La première raison, qui était la raison historique de beaucoup de grands groupes, par exemple, c'est d'aller chercher un prix, un low cost. Ça n'est plus vrai.
Si c'est pour faire ça, il ne faut pas aller en Chine. En revanche, si c'est pour vendre, fabriquer sur place, pour commercialiser sur place, finalement, le prix de revient, il a augmenté pour tout le monde, pour les Chinois comme pour nous les Occidentaux implantés là-bas. Donc ça n'est pas un problème. Si on veut vendre de la qualité, si on veut vendre un produit de type fabrication occidentale, l'augmentation du coût de la main-d'œuvre n'est pas un problème. Parce qu'en fait, les prix localement ont augmenté aussi. Donc en fait, deux solutions. Si c'est pour aller chercher du low cost, c'est plus en Chine qu'il faut aller. Si c'est pour chercher le marché local, alors oui, moi je pense très fortement qu'il faut retourner en Chine. Il y a eu 2-3 années difficiles, on est bien d'accord, mais maintenant il faut vraiment y aller. Le marché est colossal. Dernière question, en février 2023, donc c'était il y a... c'est en ce moment, hein, vous avez cédé Mixel, France, Chine, à un groupe qui s'appelle GMM Fodler. Fodler, voilà, Fodler. Alors, quels sont aujourd'hui vos projets alors? Alors déjà, j'ai cédé Mixel à un groupe qui était déjà implanté en Chine pour faire un produit différent, qui donc était très intéressé par mon usine chinoise, dans laquelle d'ailleurs ils vont peut-être localiser d'autres produits du groupe qui n'étaient pas produits en Chine. Et c'est surtout ce que j'appelle un porte-avions, c'est-à-dire une entreprise très implantée dans le monde qui va accélérer le développement de Mixel tout en gardant l'âme de Mixel. Et ça m'était extrêmement important. L'âme et les équipes et le savoir-faire de Mixel. Et mes projets personnels, c'est de m'amuser. Je vais me construire un garage pour faire de la restauration de voitures anciennes. Je suis un vrai mécanicien. Mon produit industriel était mécanique, mais j'aime aussi la mécanique automobile énormément. Et je vais m'amuser à restaurer des véhicules anciens et à les entretenir. Est-ce que vous continuez à, on va dire, à suivre l'évolution de Mixel? Alors, je vais que ce soit en France ou en Chine, par exemple? Oui, je pars en Chine dans 3 semaines, par exemple. Je vais continuer en tant que consultant à accompagner le développement de Mixel, au moins dans un premier temps, pour aider Pfaudler à intégrer Mixel au sein du groupe et puis à analyser un petit peu les différentes opportunités, les différentes optimisations qu'on pourrait avoir. Et ça sera passionnant et ça me permettra de ne pas couper tout de suite avec ce métier qui m'a passionné pendant 33 ans. Alors, pour finir, est-ce que vous pouvez redire votre devise? Alors, ma devise, c'est celui qui sort s'en sort, et je conseille à tout le monde d'aller se faire voir ailleurs, d'aller visiter le monde. Et puisqu'on parle de la Chine, n'hésitez pas à aller en Chine. C'est un pays qui est incroyable. Je ne le connais pas entièrement, mais j'y retournerai avec grand plaisir. J'y retourne dans 3 semaines, mais ça ne sera pas fini. J'y retournerai avec grand plaisir. L'Asie en général, c'est plein de surprises. La Chine en particulier aussi. Et puis il y a encore quelques décennies de gros développement. Moi, je considère que ça vaut vraiment le coup de s'y intéresser.